Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'économie de terminale. Il s'agit de la 5e vidéo de la série Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique. Nous allons voir aujourd'hui notamment que la croissance économique ne profite pas à tous les acteurs de la même manière. Et nous allons notamment essayer de comprendre comment le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus. Nous l'avons vu, la très forte croissance des Trente Glorieuses, avec des taux de croissance en moyenne de 5,5% par an, s'est accompagnée d'une réduction des inégalités de revenus dans les pays développés. En effet, elle a permis d'améliorer les niveaux de vie des Européens. Cependant, les dernières périodes d'expansion, depuis la fin des années 70, se caractérisent par un creusement des inégalités dans les pays développés. Le progrès technique contemporain n'affecte pas de manière uniforme les revenus des différents agents économiques. Le progrès technique crée des inégalités de revenus, c'est-à-dire des différences de revenus entre les individus ou les groupes sociaux qui sont à l'origine de hiérarchies entre ces individus ou ces groupes. En particulier, le progrès technique est biaisé en faveur du travail qualifié. Figure 1. Part de revenus des 10% les plus aisés dans le monde, 1980-2016. La source est le World Inequality Lab. Bien, pour commencer, d'un point de vue méthodologique, lorsque l'on parle des 10% les plus aisés, on se réfère en réalité à un outil mathématique que l'on appelle les déciles. Les déciles correspondent aux valeurs qui partagent une distribution ordonnée, c'est-à-dire classée par ordre croissant, en 10 intervalles de même taille. Ils sont souvent utilisés pour informer sur une distribution en complément d'autres statistiques, comme la moyenne et la médiane, et pour mesurer les inégalités. Si l'échantillon est divisé en 10 groupes, les déciles sont au nombre de 9. Prenons l'exemple de la distribution des niveaux de vie en France. Après avoir trié ces données par ordre croissant, il est possible de partager la population en 10 groupes de taille équivalente. Les déciles correspondent aux valeurs limites entre ces différents groupes. Ainsi, si l'on considère le document statistique à l'écran, on constate qu'en 2016, le décile supérieur, en d'autres termes les 10% des revenus les plus élevés, a perçu 47% du revenu national aux États-Unis-Canada contre 34% en 1980. En d'autres termes, les 10% d'Américains et de Canadiens les plus riches ont perçu 47% du revenu national en 2016. Cette hausse, passant donc de 34% du revenu à 47% du revenu, a été plus modérée en Europe, où la part des revenus détenus par les 10% les mieux dotés était de 33% en 1980 contre 37% en 2016. Les inégalités augmentent, pas presque partout, mais à des rythmes différents. Eh bien, le progrès technique a-t-il une responsabilité dans ce creusement des inégalités ? Pour commencer, nous avons vu dans la vidéo numéro 4 que le progrès technique génère des revenus pour les innovateurs puisqu'ils bénéficient de rentes de monopole. La firme innovante peut tarifer à un niveau plus élevé. Nous avons évoqué dans la vidéo numéro 4 l'idée que le monopole est faiseur de prix, il fixe son prix dans une certaine mesure, puisque effectivement il s'adresse à la totalité de la demande. Ce sont les acquis de première. Et de fait, la possibilité de tarifer à un niveau plus élevé va générer des surprofits pour le monopole, avant évidemment d'être rattrapé par la concurrence. Par exemple, la firme Nestlé a été la première à proposer à la clientèle mondiale par ailleurs la première machine à faire du café en dosette. Elle a été en position de fixer des prix très élevés au départ, puis elle a été très rapidement copiée par des dizaines d'autres firmes. L'entreprise innovante bénéficie d'un monopole d'innovation mondiale grâce aux nombreux brevets déposés et d'une rente en tarifant son produit de manière à maximiser son profit. Cela va attirer dans le secteur des entreprises suiveuses qui vont contester ce monopole et entrer en concurrence. Dans ce cas, l'innovation est bien un facteur de hausse des inégalités, puisqu'elle a permis d'augmenter les profits des innovateurs
relativement aux autres secteurs de l'économie. Le progrès technique, à travers le processus de destruction créatrice que nous avons étudié dans la vidéo numéro 4, détruit les emplois routiniers, automatisables et peu qualifiés et crée des emplois plus qualifiés. Le progrès technique déforme la structure des emplois et accélère la demande d'emplois qualifiés au détriment des emplois peu qualifiés. En effet, depuis les années 90, il y a eu une transformation de l'offre et de la demande de travail. Du côté de la demande de travail, l'adoption des nouvelles technologies a permis une automatisation des procédures répétitives ou routinières. Par exemple, réaliser et éditer des bulletins de paie pour des salariés peut être réalisé par un logiciel en lieu et place d'une personne physique. C'est cela l'automatisation robotisée des processus pour l'exécution de tâches routinières. Les métiers qui consistent en l'exécution de ces tâches peu qualifiées et répétitives seraient donc voués à disparaître au fur et à mesure de leur remplacement par des technologies de l'information et de la communication, et aussi de la baisse du prix de la technologie. Par contre, les tâches peu qualifiées mais non répétitives comme les services à la personne, la restauration, les soins, ou bien encore celles qui sont qualifiées, très qualifiées et abstraites, ne subiraient pas de baisse. Il y a donc une polarisation des emplois du fait du progrès technique. Figure 2. Diplômés de l'enseignement supérieur parmi les 25-29 ans selon l'année 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. Le graphique que vous avez à l'écran montre clairement du côté de l'offre de travail que la part des diplômés du supérieur parmi l'ensemble des sortants du système éducatif a considérablement augmenté sur la période étudiée. Ainsi, selon l'INSEE, en 2016 en France, 31% des 25-29 ans sont titulaires d'un diplôme universitaire, alors que seulement 16% l'étaient en 1996, soit une multiplication par 2. Ici, j'ai calculé un coefficient multiplicateur de la part des diplômés du supérieur en 20 ans. Le progrès technique biaisé en faveur des plus qualifiés accroît les inégalités de revenus. Le progrès technique augmente la demande de travail très qualifié, c'est ce que l'on vient de dire à l'instant, des emplois d'ingénieurs, d'infographistes, etc. Cette hausse de la demande de travail qualifié fait augmenter les salaires des plus qualifiés. Dans le même temps, le progrès technique fait disparaître des métiers non qualifiés ou à qualification moyenne comme les secrétaires, les contremaîtres, les ouvriers industriels. Cette baisse de la demande de travail non qualifié ou moyennement qualifié fait baisser les salaires de ceux qui n'ont pas de haute qualification. Ce que j'ai expliqué à l'instant grâce à un schéma d'inférence et de manière textuelle aussi, je peux le démontrer en utilisant la représentation graphique du marché du travail. Alors, en parlant de progrès technique biaisé en faveur des hautes qualifications, les économistes soulignent que le progrès technique est bénéfique pour les plus qualifiés qui voient leurs revenus augmenter, alors qu'il est défavorable pour ceux qui sont moins qualifiés, qui eux voient leurs revenus baisser. Et donc le progrès technique biaisé en faveur des plus qualifiés accroît donc les inégalités de revenus. Sur le premier graphique, on va observer les effets du progrès technique sur le marché du travail qualifié. Et sur le second, les effets du progrès technique sur le marché du travail peu qualifié. Les représentations graphiques que vous avez à l'écran correspondent donc à la représentation du marché du travail dans le modèle standard en économie. En effet, dans le modèle standard en économie, dans la théorie économique standard, le travail est considéré comme une marchandise au même titre que tous les autres biens, et le travail s'échange tout simplement sur le marché du travail. Ici, c'est un acquis de première. On retrouve en abscisse les quantités de travail demandées et offertes, et en ordonnée le prix du bien, en l'occurrence ici un taux de salaire, le taux de salaire réel, car il est supposé dans ce modèle que les agents n'ont pas d'illusion monétaire, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients que l'inflation va venir grignoter leur taux de salaire. Donc taux de salaire réel. Dans le premier graphique,
donc sur le marché du travail qualifié, l'augmentation de la quantité demandée de ce travail correspond à un choc de demande positif, c'est-à-dire un déplacement de la courbe de demande vers le haut et la droite du graphique. Il en résulte un équilibre de marché plus haut dans le plan qui correspond à un taux de salaire plus élevé, donc 2 étoiles et une quantité de travail plus élevée également. Donc W sur P étoile était plus petit que W sur P 2 étoiles. À côté, sur le marché du travail peu qualifié, ici on observe le phénomène inverse. On observe un choc de demande négatif. La baisse de la quantité demandée de ce type de travail va se traduire par un déplacement de la quantité demandée vers le bas et la gauche du graphique. Pour tout prix, les quantités demandées sont plus faibles. Il en résulte l'apparition d'un deuxième équilibre plus bas dans le plan. Alors que le premier équilibre de marché était atteint avec W sur P étoile, désormais il est atteint avec W sur P 2 étoiles, un taux de salaire plus petit et une quantité offerte et échangée plus petite. Malgré tout, une augmentation du nombre de travailleurs qualifiés va se traduire progressivement par un déplacement de la courbe d'offres vers la droite. En effet, si l'on considère la représentation graphique que vous avez à l'écran, la montée en qualification des travailleurs va se traduire par un choc d'offres positif. On a donc un déplacement de la courbe d'offres vers la droite du graphique. Les travailleurs qualifiés sont beaucoup plus nombreux maintenant et il apparaît un nouvel équilibre. Alors qu'un premier équilibre était atteint à W sur P étoile avec donc un taux de salaire important et une quantité offerte et échangée plus petite. Désormais, le déplacement des quantités offertes sur la droite du graphique va se traduire par l'apparition d'un nouvel équilibre au croisement des courbes d'offres et de demande pour W sur P 2 étoiles, donc un taux de salaire plus petit et une quantité échangée plus importante. Grand B, les limites écologiques de la croissance et la soutenabilité. Alors, peut-on croître indéfiniment? Y a-t-il des limites à l'enrichissement d'un pays? Ces questions sont anciennes et les premiers économistes qui ont tenté d'y répondre dès le XVIIIe siècle sont nombreux. Certains sont optimistes, comme Adam Smith, d'autres pessimistes, comme Malthus ou Ricardo, qui pensaient que les possibilités de croissance étaient limitées, notamment par les rendements agricoles. La croissance économique se heurte à des limites écologiques, comme la pollution, l'épuisement des ressources naturelles ou le dérèglement climatique, qui remettent en cause sa soutenabilité. La croissance économique, en générant des gaz à effet de serre, en épuisant les ressources naturelles, rencontre donc des limites écologiques. On peut alors se demander si le rythme de croissance actuel est tenable d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire soutenable. La soutenabilité, qui est un concept attendu dans le cadre du programme de terminale, exprime l'idée que pour que la croissance soit durable, les choix des générations actuelles concernant le bien-être ne doivent pas être préjudiciables au bien-être des générations futures. Selon certains économistes, le progrès technique peut aider à faire face aux principales limites écologiques de la croissance. Tout d'abord, la croissance économique génère de la pollution. Et le marché ne tarifie pas, c'est-à-dire n'impose pas de prix sur les effets négatifs sur l'environnement induits par les décisions économiques des agents. Et de fait, des externalités négatives comme la pollution se développent. Une externalité apparaît lorsque l'activité de consommation ou de production d'un agent a une influence sur le bien-être d'un autre sans que ceci ne fasse l'objet d'une transaction marchande. C'est votre programme de première. Et la pollution constitue typiquement une externalité négative. Un exemple d'externalité positive que vous avez sans doute vu en classe de première peut être que les abeilles d'un apiculteur vont polliniser les arbres fruitiers d'un arboriculteur.
Une externalité est une défaillance de marché, car celui-ci n'incite pas les agents à produire davantage d'externalités positives et moins d'externalités négatives. Principalement produite par l'industrie, la pollution de l'air a été à l'origine d'un épais brouillard en Chine en 2013, qui a empêché de nombreux avions de décoller, mais également de nombreuses sociétés de livrer leurs clients. Ce faisant, la pollution a réduit le bien-être des consommateurs et le bien-être des compagnies aériennes. Autre argument pour répondre à la question des limites écologiques de la croissance, peut être le réchauffement climatique comme externalité négative. En effet, l'activité humaine, depuis la révolution industrielle que nous avons étudiée rapidement, est à l'origine d'une modification du climat qui se manifesterait notamment par un réchauffement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre émis en trop grande quantité proviennent des activités économiques, l'agriculture, le transport, l'industrie. Le réchauffement climatique peut être étudié comme un problème lié aux externalités négatives d'un point de vue économique. Nous l'avons vu, une externalité correspond aux effets de l'activité de production ou de consommation d'un agent sur le bien-être, perte de bien-être ou accroissement de bien-être d'un autre agent, sans que le marché ne puisse, à travers son système de prix, sanctionner positivement ou négativement ces effets. En cas d'externalité, le système de prix ne guide plus les agents vers des décisions socialement optimales et il en résulte des formes d'inefficacité dans l'organisation des activités de production et de consommation. Les agents économiques ne prennent en compte en effet dans leurs décisions que les coûts privés de leurs actions, négligeant ainsi les conséquences sur les tiers. Alors, avant de donner un exemple, je reviens sur un élément important qui permet de comprendre mieux la notion d'externalité. J'aimerais revenir sur l'agent économique qui sert de support à la théorie économique. Dans la théorie économique, ou toute la théorie économique standard s'appuie sur un agent économique présumé capable de faire des choix optimaux en s'appuyant sur un calcul approprié, et ce calcul consiste à comparer incessamment ce que coûte une action et ce qu'elle lui rapporte à lui personnellement en termes de gains. Et donc là, pour le niveau supérieur, si vous voulez, un agent qui est idéalement rationnel est un agent qui connaît parfaitement la totalité de ses préférences et qui peut instantanément les ordonner dans des successions de courbes d'indifférence, comme les économistes le supposent. Je ferme la parenthèse car cela, c'est plutôt pour la L1. Je reviens à l'idée d'externalité. Par exemple, dans le cas de la pollution ou du réchauffement climatique, le coût supporté, par exemple, par un conducteur automobile pour son déplacement est très inférieur au coût représenté pour la collectivité de ce déplacement. C'est-à-dire que lorsque le conducteur automobile va décider pour se rendre à son emploi de prendre son véhicule plutôt qu'un transport en commun, il va pour choisir, pour prendre cette décision-là, il ne va intégrer dans son calcul que, par exemple, le coût de l'essence. Mais il ne va pas intégrer dans son calcul le coût social que représentent les émissions de gaz à effet de serre pour la collectivité. Dernier argument sur la question des limites écologiques de la croissance économique, l'épuisement des ressources naturelles ou la surexploitation des biens communs. C'est cette notion de bien commun que vous avez vue déjà dans le programme de première, et je vais donc y revenir également. Pour commencer, les ressources naturelles renouvelables, vous le savez, sont des ressources qui se régénèrent, en tout cas jusqu'à un certain seuil, par exemple les ressources halieutiques ou forestières. Alors que les ressources naturelles non renouvelables, que l'on retrouve principalement dans le sous-sol, correspondent à des stocks finis de matières qui ne se régénèrent pas, comme le pétrole, les minerais, le gaz. En théorie économique, les ressources naturelles constituent des biens communs, souvent frappés par la tragédie des biens communs qui a été mise en évidence par l'économiste Gareth Harding en 1968 dans un célèbre article The Tragedy of Commons.
à partir de l'exemple de pâturages librement utilisables. Il montre notamment pendant la période où les paysans pouvaient amener leurs troupeaux paître librement dans un espace commun, que chaque paysan, d'un point de vue rationnel, cherche à maximiser son avantage individuel en augmentant autant qu'il le peut la taille du troupeau sur ses pâturages. Le résultat est bien évidemment la disparition de la ressource. Un bien commun est un bien rival, c'est-à-dire que l'utilisation de ce bien par un agent économique réduit la disponibilité de ce bien pour un autre agent économique, mais en même temps, c'est un bien qui est non excluable, car il n'est pas possible d'empêcher les agents économiques d'utiliser le bien, par exemple en mettant un péage. Une ressource naturelle renouvelable est surexploitée à partir du moment où les prélèvements dans ce stock sont tellement importants qu'ils empêchent la ressource renouvelable de se renouveler. Dernière idée dans ce chapitre est que le progrès technique, selon un certain nombre d'économistes, peut aider à faire face aux limites écologiques de la croissance. L'analyse économique de la croissance soutenable, c'est-à-dire qui se fonde sur les possibilités de développement et d'amélioration du bien-être pour les générations futures, comme nous l'avons vu, s'appuie sur une démarche patrimoniale en termes de différents types de capitaux. Le capital naturel, le capital humain, le capital productif ou le capital physique produit, si vous voulez, le capital social ou institutionnel. Elle fait donc reposer les critères de soutenabilité sur l'évolution des stocks des différents types de capitaux. Le programme invite à comprendre ce qu'est la soutenabilité faible. Les partisans de la soutenabilité faible estiment que la nature est un capital productif comme les autres et par conséquent, on peut l'envisager substituable, c'est-à-dire remplaçable. Si jamais le capital naturel se raréfiait, son prix deviendrait plus élevé et les agents économiques s'efforceraient de trouver les technologies productives qui utiliseront davantage des autres facteurs de production, des autres capitaux devenus relativement moins coûteux. Le progrès technique peut alors repousser les limites posées à la croissance économique. Ainsi, un fleuve pollué peut être dépollué, une forêt détruite replantée, la biodiversité reconstituée. Si par exemple le pétrole disparaissait, les hommes pourraient inventer une autre source d'énergie. Dans cette approche, le progrès technique a une place centrale. Pour les tenants de la soutenabilité forte, qui n'apparaît pas dans les indications du programme, il est impossible de remplacer un capital par un autre, car les capitaux sont complémentaires et il est donc nécessaire de préserver le capital naturel qui est irremplaçable. Voilà, nous avons terminé avec ce chapitre, sur la croissance économique, les défis et les conséquences de la croissance et puis nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre d'économie de terminale. À bientôt.